Salut Clément, Salut David, enchanté. enchanté également. Écoute, je te remercie de m'accorder un petit peu de temps. On a eu du mal à synchroniser nos agendas, mais te voilà enfin sur Brainstorm. Merci d'être là. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter? Bien sûr. Donc je m'appelle Clément Bascoulergue. J'ai très bientôt 40 ans, donc tu vois, je vais passer un cap assez fort dans ma vie, le cap de la quarantaine. Et je travaille chez IAS, Integral Ad Science. Je suis Country Manager d'IAS pour la France, donc je m'occupe de l'entité française d'IAS, qui est le leader mondial de l'aide vérification. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans la pub initialement? Alors, bonne question. Euh, J'avais pas d'attirance particulière pour un métier en particulier, donc je me suis dit, allons sur des secteurs d'activité qui me parlent, qui me plaisent, qui m'intéressent. Et donc j'en avais identifié deux qui étaient le sport et la publicité. Donc je t'avoue que le sport, ça m'intéresse plus que la publicité, mais j'avais quand même un intérêt pour les deux. Et donc j'ai commencé ma carrière dans cet univers-là qui mixait sport et publicité. En l'occurrence, j'ai commencé chez Eurosport, qui est une régie pub sur le sport. Donc ça mixait mes deux centres d'intérêt. Ok, cool. Et tu fais encore du sport maintenant? Je fais encore du sport, ça se voit, j'espère. Je rigole. Je fais encore du sport, effectivement. Je suis un gros fan de sport. J'en regarde beaucoup, j'en suis beaucoup, mais j'en fais aussi moins que j'en regarde, mais j'en fais aussi. C'est grâce à ça qu'à 40 ans, tu es encore rempli d'énergie, de ce bel enthousiasme et de ce sourire rayonnant. C'est ça. Euh, Pas encore 40, pas encore 40. Ne me vieillis pas tout de suite. Écoute, tu sais là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grosse remise en cause des mesures publicitaires, notamment dans cette saturation des espaces publicitaires. On parle beaucoup de mesures de la pression publicitaire. Il y a des initiatives comme Explain par exemple qui sont arrivées. Comment est-ce que tu vois un petit peu tout ça? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'écosystème est surstimulé et que le message se perd parmi un flot constant de notifications ou autre, et que justement, ça serait une des missions d'IAS d'apporter un petit peu plus de clarté dans ce secteur. Alors, donc, ce qui est positif et rassurant, c'est de voir qu'on est sur un secteur d'activité. Donc, on est sur un secteur, la pub digitale, qui continue de se développer et de se développer énormément. Donc, toujours plus de clients qui investissent, toujours plus de stratégies. Et donc, forcément, à côté de ça, tu as toujours plus de support, toujours plus de formats. Donc, voilà, ça se développe énormément et ça continue de se développer. Et à chaque phase du développement, interviennent des questions qui sont naturelles et parce que du coup, il y a entre guillemets pas assez aujourd'hui d'espace de bonne qualité pour accueillir tout le monde. Donc forcément, il y a des choses qui se déversent à côté sur des environnements moins qualitatifs. Et donc à chaque phase entre guillemets tous les 4-5 ans, il y a des nouvelles phases avec des nouveaux sujets qui sortent. Nous, quand on a ouvert le bureau en France en 2015, euh, c'était donc presque il y a 10 ans, c'était le plein essor du sujet de la visibilité. Donc les clients commençaient à se dire j'achète des impressions, mais est-ce que du coup est-ce que c'est un bon indicateur d'acheter des impressions? Est-ce que toutes les impressions se valent? Et donc il y a eu tout ce phénomène autour de la visibilité pour faire le tri entre des impressions qui sont juste délivrées et d'autres qui sont visibles. Le sujet est devenu plus mature, plus mûr, et maintenant se posent des nouvelles questions sur est-ce que la visibilité c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller sur d'autres horizons, d'autres types de KPI? Donc, en filigrane, ce que tu décris, David, c'est les problématiques aujourd'hui de l'attention qui sont effectivement très présentes dans les médias et dans notre écosystème. Et c'est très bien, en fait, c'est toujours des très bonnes questions de se dire je veux investir en digital parce que le digital c'est performant, mais comment je m'assure que mon achat est performant et efficace? Et nous, notre mission depuis le début, ça a toujours été ça, IS, c'est d'accompagner les clients dans ces mutations, dans ces évolutions pour s'assurer que quand ils investissent en digital, ce qu'ils achètent est efficace et sert à leur business. Donc du coup, nous on est là depuis le début. Ça, IAS ça a été créé en 2008, donc c'est assez vieux. Enfin, c'est assez vieux sur la tech en tout cas, pas aussi vieux que moi, mais ça permet du coup voilà, de remettre en perspective et se dire que nous on est là pour justement accompagner les clients dans chacune de ces mutations et mettre en place des nouveaux KPI de pilotage et de suivi sur tous ces indicateurs. Donc oui, la réponse qui était un peu longue, c'est oui, bien sûr, on est là pour les aider là-dessus. On a beaucoup de choses qu'on a déjà sorties ou qui vont sortir sur ces thèmes-là pour continuer d'accompagner les clients au mieux sur ces problématiques.
Donc tu vois, par exemple, un acheteur sur un DSP aujourd'hui, il peut activer, avoir un pourcentage, par exemple, de pression publicitaire, savoir s'il va acheter, par exemple, de la publicité vidéo, s'il y a un, deux, trois ou quatre players sur la page. Ce genre d'informations, c'est des informations qui sont accessibles pour les acheteurs? Tout à fait. Donc nous, on, on travaille depuis longtemps sur des indicateurs d'encombrement publicitaire, de collision. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je te remets aussi les choses en perspective, c'est que on avait un indicateur qui s'appelle le clutter, qui est l'encombrement publicitaire, donc savoir si les clients sont sur une page encombrée ou pas. Et cet indicateur, on l'avait déprécié à un moment donné puisque personne ne l'utilisait. Donc c'est pour te montrer aussi que les Hmm. sujets viennent, reviennent, ressortent, etc. selon à la fois les problématiques. Les problématiques peuvent changer. Et c'est aussi, on est aussi très souvent dans une industrie où les vendeurs font aussi parfois du marketing et ils le font très bien, ce qui fait qu'ils arrivent aussi à générer les thèmes. Donc tout ça pour dire que oui, aujourd'hui, les clients IS peuvent suivre ces indicateurs de pression publicitaire, d'encombrement, de collision. On a du coup ressorti, on a forcément amélioré tout ça, mais c'est des choses qui avaient été un moment dépréciées parce que personne ne s'y intéressait. Donc ravi que les sujets reviennent, même si c'est parfois motivé plus par les vendeurs que par les acheteurs. Mais voilà, les sujets reviennent et donc aujourd'hui, un client peut suivre, nous on a plusieurs indicateurs, on a un indicateur qui s'appelle la density, qui est la densité publicitaire sur une page, et on a effectivement aussi le l'ad share of screen, donc ça c'est la part de voix publicitaire que les clients ont sur une page. Donc oui, ces indicateurs sont disponibles pour les acheteurs. Et qu'est-ce qui explique, à ton avis, qu'il soit pas plus utilisé? En fait, tu vois, moi, si je regarde un petit peu les choses côté médias, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à mettre un format, deux formats sur leur page, et puis ils sont aperçus que plus ils en ajoutaient, plus ça leur apportait d'argent. Donc il y a eu une espèce de mode du sapin de Noël. Et puis après, les CPM ont commencé à diminuer. Sauf que un peu pris au piège, le fait d'en supprimer, de réduire l'encombrement publicitaire, ne se traduisait pas forcément par une augmentation du CPM. Et donc il fallait être courageux dans ce combat pour à terme réussir potentiellement à revaloriser ces espaces en diminuant cet encombrement, mais donc en acceptant de perdre des revenus pendant des semaines, des mois peut-être. Comment est-ce que tu expliques justement le fait qu'aujourd'hui, un média qui fasse le choix de respecter un petit peu plus son expérience utilisateur, de préserver l'écosystème de diffusion du message publicitaire, soit pas mieux valorisé ou mieux apprécié par les acheteurs? Alors, c'est une C'est pas question qui évident. est non, non, ouais, c'est une très bonne question, hein. C'est une question qui est plutôt pour les acheteurs. Après, j'ai le sentiment, et nous, sur ce qu'on voit sur les campagnes, j'ai le sentiment quand même qu'aujourd'hui, donc déjà, si je prends un petit pas de recul, hein, je suis désolé, je te fais le coup à chaque fois, mais je trouve que c'est intéressant. Il faut voir quand même qu'on est sur un gâteau qui a été bouffé principalement par les plateformes, les GAFA, et donc du coup, euh, Hmm. l'open web et les sites sont sur une part qui est fragile ou qui diminue et qui est effectivement pas forcément en croissance. Donc du coup, c'est aussi la perspective globale qui explique aussi la valorisation. Parce que quand tu es sur un segment qui se développe, qui est très prisé, forcément la valeur monte plus. Donc déjà, il y a ça, il y a cet écosystème qui est compliqué pour les sites. Pour autant, nous, de ce qu'on voit et de ce que j'observe, moi, sur les campagnes de nos clients, il y a quand même toujours des sites de presse ou des sites d'éditeurs premium qui sont là, selon les ciblages, selon les stratégies, bien entendu, mais qui sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour schématiser, ce que je vois dans un plan média, c'est des plateformes, donc les GAFA, plateformes sociales, du programmatique, et après, quelques acteurs qui sont triés sur le volet. Donc la liste, elle s'est beaucoup raccourcie hein, par rapport à il y a 10-15 ans où tu avais des listes de sites et de régies qui étaient hyper longues. Là, ça s'est raccourci, mais ça s'est réduit sur plutôt des sites qui ont de la qualité. Nous, on voit aujourd'hui moins de réseaux, on voit plus des sites de qualité qui ont de l'inventaire, qui vendent justement une qualité journalistique, une qualité de site et aussi une qualité d'exposition et de nombre de formats. Donc je pense que je suis pas forcément d'accord avec toi en termes. Je pense que dans les stratégies, les acheteurs continuent de garder ça parce qu'ils voient justement que c'est des écrins sur lesquels il y a moins de pubs, il y a une qualité d'exposition, il y a une qualité de journalistique. Après, dans tout ce qui est acheté effectivement au kilo en programmatique, c'est là où l'équation elle est sur nombre d'emplacements pub, l'ICPM de ton format et effectivement là-dessus sur de l'achat programmatique, c'est plus compliqué effectivement d'arriver à faire remonter ton ICPM en mettant moins de formats parce que du coup il faut d'autres KPI qui contrebalancent sur cette valeur, ceux que j'ai mentionnés précédemment mais qui sont pas forcément extrêmement utilisés. Donc oui, aujourd'hui dans les juges de paix en programmatique, c'est principalement l'ICPM et le taux de visibilité. Et c'est vrai que du coup, la qualité d'exposition, parfois, n'est pas assez prise en compte dans l'ICPM moyen qui est adjugé par partenaire. Donc, pour répondre à ta question, je pense que sur la partie qui est stratégie de plan, stratégie de campagne, Hmm. achat en direct avec des partenaires, c'est valorisé, c'est pris en compte. Sur de l'achat de masse en programmatique, effectivement,
cette variable-là est compliquée à rentrer dans l'équation, ou en tout cas, elle n'est pas dans l'équation aujourd'hui. C'est pas une multiplication de CPM fois visibilité fois qualité du site, pas encore. Ça, c'est des choses qu'on est en train d'introduire. Donc, du coup, euh, ça me fait une bonne transition parce que du coup, nous, on sort un score d'attention là qui va justement mixer ces différentes variables et introduire cette notion de qualité de site. Donc, si cet indicateur prend plus de poids dans les stratégies programmatiques et dans les achats des opérés au sein des DSP, ça sera une bonne manière de revaloriser les inventaires de qualité. Ouais, c'est super intéressant. Effectivement, ça fait une transition parfaite vers la mesure de l'attention, cette KPI reine dont on entend de plus en plus parler et que chacun cherche à trouver. Je pourrais par exemple citer une initiative de GroupM qui a essayé de mixer la viewability et le VTR en partant du principe que si les deux étaient conciliés, ça voulait dire que la personne était présente devant le player en train de regarder la publicité. Il s'est avéré dans les faits, de ce que j'ai entendu en tout cas, que ça n'a pas été si efficace ou pertinent, notamment parce que ça a réduit drastiquement le reach, ce qui paraît assez normal, ceci étant par ailleurs. Comment est-ce que vous avez pris ce problème de l'attention? Et d'ailleurs, je cite, excuse-moi, je cite une autre vision de la chose, qui est celle de François Liénard de Cospirit, qui lui, plutôt que de se dire on va mesurer l'attention partant du principe que de toute façon c'est impossible de vraiment la mesurer à part en faisant des post-tests, il essaie plutôt de calculer un nombre d'interactions par utilisateur sur un support donné pour être sûr que le message il soit perçu et retenu. Et donc du coup, par exemple, tu définis que sur le web, il faut que tu aies 20 interactions avec un utilisateur donné, ce qui est une sorte de capping en réalité. Et ben, tu te dis que sur ces 20, même s'il y en a 3 ou 4 sur lesquels il n'y avait pas d'attention, les autres auront compensé et qu'au global, ton utilisateur se souviendra de ta marque. Du coup, quelle est ta vision là-dessus et comment est-ce que vous avez construit votre outil? Alors, merci beaucoup. Donc, c'est un super sujet qui, effectivement, donc déjà aussi, petit point pour l'instant, qui remet aussi, donc voilà, je reformule ma phrase, pardon. Donc, petit 1, la visibilité reste aujourd'hui toujours un KPI extrêmement central parce que c'est le seul sur lequel il y a une définition et un standard et des choses qui sont, que tu t'appelles David, que je m'appelle Clément, que toutes les personnes que tu as citées, on aura tous la même définition et les mêmes standards. Et le standard, ça a quand même le mérite au moins d'être quelque chose qui est interopérable, discutable et optimisable. Donc, visibilité aujourd'hui, seul KPI qui a un standard. L'attention n'a pas de standard, donc chacun y va de son approche et en essayant d'être le plus smart possible, mais c'est une approche qui reste toujours une approche individuelle ou une approche en tout cas compagnie par compagnie. Nous, on a pris un angle qui selon moi est le meilleur, mais que je vais détailler, qui est une approche hybride. Une approche hybride qui en fait va mêler des éléments qu'on va mesurer en réel sur les campagnes, qui vont être les éléments qui vont être le plus proche de l'attention. On va essayer de capter en réel sur les campagnes des éléments qui nous rapprochent de l'attention. On a 3 variables. On a la variable qui est l'exposition. Est-ce que le format est visible? Est-ce qu'il est visible longtemps? Donc ça, c'est vraiment l'exposition. La deuxième variable qu'on appelle la situation, c'est est-ce que je suis justement sur un sapin de Noël ou je suis sur une page qui est qualitative avec peu de format, peu d'encombrement, une bonne exposition. Donc, est-ce que je suis visible longtemps sur une page qui est qualitative où j'émerge bien? Voilà. Et le troisième point que tu évoquais à l'instant, est-ce qu'il y a des interactions avec mon format? Est-ce que les gens vont cliquer, scroller, jouer avec le volume quand c'est un format vidéo, etc. Donc, est-ce que je suis visible longtemps? Est-ce que la page est qualitative? Est-ce que j'émerge bien? Est-ce qu'en plus, les internautes ont une interaction avec ce format? Ça, c'est la partie qu'on va maîtriser nous, qui va être mesurée en réel et qui est voilà du tracking IS. Mais on jugeait que c'était pas suffisant et donc on a mis en place un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on combine ça avec de la donnée d'eye tracking qui nous vient d'un partenaire qu'on a sélectionné, avec qui on a annoncé un partenariat il y a pas longtemps, qui s'appelle Lumen, qui est une boîte qui est assez connue dans le monde sur l'eye tracking. Et donc l'idée, c'est d'avoir le mix entre ces deux approches, une approche qui est très ce que j'observe sur la machine en réel, tous les signaux, voilà, pour avoir une approche la plus complète possible. Et en même temps, cette notion d'eye tracking, elle est quand même intéressante parce que même si on n'est pas dans le cerveau des gens, on arrive quand même à avoir un comportement, un comportement avec les yeux qui est quand même intéressant sur ce qui capte quand même leur regard, là où il y a quand même une zone de chaleur ou un faisceau qui se dirige. Donc, on jugeait que cette approche n'était pas totalement à mettre de côté, mais qu'elle était intéressante. Donc, on lance du coup un modèle qui est hybride et qui va s'appuyer sur ces deux forces de la donnée réelle qu'on va du coup combiner avec ce que je t'ai évoqué, exposition, situation et interaction, et de la donnée d'eye tracking qu'on intégrera via notre panel, via notre partenaire Lumen. Donc voilà, c'est une approche qui mixe un peu le meilleur des deux mondes et qui, je l'espère, apportera
des indicateurs qui rapprocheront le plus possible d'une attention réelle de la part des internautes. Je trouve ça vachement intéressant justement d'avoir cette approche un peu hybride parce qu'on voit bien qu'en isolant les KPI, on peut tirer des conclusions qui sont potentiellement fausses. Je prendrai pour ça deux exemples. Par exemple, le CTR sur un format vidéo où en réalité ça peut être du misclick parce que le gars essayait de fermer le corner sur son mobile par exemple et donc ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui me dit ouais sur de l'achat in-stream vidéo sur mobile j'arrive à avoir 7% de CTR. Alors moi je lui dis bah c'est sûr que le bouton il a été mal designé et que le gars essayait de fermer ou de la même façon tu vois avec le fait de se dire ok sur une vidéo s'il y a du son sur une publicité s'il y a du son c'est que c'était consenti que c'était du click to play etc alors qu'on sait très bien que sur les usages mobiles bah, il y a beaucoup de consommation consentie de contenu vidéo mais qui se font sans le son parce que c'est sous-titré parce que c'est plus adapté à ces nouveaux usages et au métro et au transport en commun etc et du coup d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de petit retour en force aussi après cette volonté d'essayer de tout automatiser et cette promesse de la programmatique des études post-test, de remettre un petit peu d'humain là-dedans. Et au final, c'est un petit peu ce que vous arrivez à faire en couplant l'eye tracking qui correspond peut-être d'une certaine façon à cet humain, à ce côté humain, et puis des KPI que vous mixez ensemble. Je trouve que l'approche est très très intéressante. Comment est-ce que vous faites de l'eye tracking enfin, je suppose qu'il faut accéder à la webcam de l'ordinateur, du coup il doit falloir demander l'autorisation sur les sites, etc. Ça doit être compliqué, non? Tout à fait. Donc, alors, c'est vraiment notre partenaire Lumen qui gère ça. Donc, je vais te dire ce que j'en sais, mais je suis pas un spécialiste de l'eye tracking. Donc, effectivement, sur l'eye tracking, tu as deux approches. Tu as une approche qui est faite par certains qui est du lab. Donc, tu mets des gens dans un laboratoire. Donc là, pour le coup, c'est extrêmement précis parce que tu as des mecs avec un casque, un machin, tu es dans un laboratoire. Donc, pour le coup, c'est très, très précis. Par contre, l'échantillon est assez faible puisque du coup, tu vas pas faire venir 10 millions de personnes dans un laboratoire et comme les gens sont dans un lab, leur comportement peut être un petit peu biaisé parce que voilà. Donc ça c'est la première approche. C'est pas celle que fait Lumen. Lumen ils font du panel. Donc effectivement, ils demandent à des gens d'adhérer à leur panel, donc sur le web, contre des bons Amazon, des je sais pas trop quoi. Donc voilà, il y a un système de rémunération et donc effectivement, tu acceptes que ta webcam de ton PC ou de ton smartphone soit traquée. Donc effectivement, c'est des panélistes qui acceptent ça. Le point qui est intéressant et pourquoi on est parti avec Lumen, c'est que cette méthode de panélistes, elle offre du coup beaucoup plus de volume. Donc on a un nombre de panélistes qui est énorme, ce qui permet que du coup, quand on modélise tout ça, parce que du coup, on modélise, on va pas, en fait, l'eye tracking, t'es pas en capacité sur chaque impression de chaque client de voir s'il y a un panéliste derrière. Donc c'est un modèle prédictif qu'on va créer autour de cette notion d'eye tracking. Et donc pour créer un modèle, il faut du volume pour que ça soit fiable. Donc eux nous donnent un volume qui est très conséquent pour créer ce modèle. Et deuxième point qui est intéressant, c'est que comme les gens acceptent et qui sont panélistes, du coup, c'est vraiment du vrai comportement. C'est pas dans un laboratoire où tu es un peu forcé de regarder. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, c'est selon nous ce qui se rapproche le plus de la réalité du comportement des gens et en plus avec un volume qui permet de rendre les choses euh, fiables à un niveau statistique. Et du coup, je suppose que c'est des datas que tu peux sortir que sur des médias de premier plan avec des supports bien identifiés, etc. et qui ont un certain volume de trafic. Tout ce qui est mid-tail, etc., ça doit être plus compliqué. Non, 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 en fait, on va le faire partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est, tu as une campagne. Si tu as un tag IS, nous, on est en capacité de regarder si la pub, l'exposition, la qualité du site, si jamais tu as une interaction. Donc ça, on peut le mesurer partout. Et après, Mhm. on intègre cette brique de modèle prédictif qui vient de Lumen et qui est, voilà, on construit avec un modèle qui permettra de scorer toutes les impressions possibles. Après, eux, ils intègrent dans leur modèle la différence entre les sites, effectivement, mais on pourra scorer, on pourra apporter un score d'attention sur l'ensemble des sites. Ok. Et est-ce que tu as déjà entendu parler du concept de réceptivité? C'est un mot que j'ai commencé à entendre aux États-Unis, mais j'en sais pas forcément plus. Est-ce que toi, tu en as entendu parler? Receptivity? Ouais. Non, je ne sais pas trop ce que tu mets derrière. Dis-moi plus. Non, 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 bah écoute, non, écoute, pour être honnête, là, je me lançais dans le vide parce que j'ai entendu quelqu'un en parler et justement, je pense que Non, c'est mais encore un nouveau mot à la mode. Tu sais, dans notre industrie, on est quand même fort pour trouver des keywords qui répondent bien aux tendances du moment et qui réinventent des concepts qui existaient déjà depuis des années. Donc, si ça se trouve, c'est simplement une initiative d'une adtech qui veut faire de la mesure d'attention, mais donner un autre nom qui soit un petit peu plus ouais, glamour. non, non, j'ai pas là-dessus pas d'infos particulières là-dessus, mais ouais, c'est peut-être un buzzword effectivement. Comment est-ce que tu vois tout ce monde de la publicité évoluer dans les années à venir? C'est quoi ta vision de l'avenir de la pub?
Ouh là, ça c'est, j'ai l'impression d'être, c'est le jeu, c'est pas aujourd'hui le bac de philo. J'ai l'impression que j'ai 4 heures pour 4 heures pour répondre à cette question. L'avenir de la pub, compliqué. J'irai pas aussi, je vais pas aller aussi loin que ça parce que c'est compliqué de prédire. Euh, Ce qui est intéressant, du coup, je rebondis sur une discussion que j'ai eue hier avec des gens de mon équipe. Donc, on a on a nous racheté l'an passé une boîte qui s'appelle Context, qui est une adtech française qui analyse ce qui se passe dans les vidéos. Donc, c'est un nouveau modèle qu'on a lancé pour analyser ce qui se passe dans les vidéos. Avant, quand on analysait une vidéo, on analysait la page de la vidéo. Là, maintenant, on processe les vidéos et on analyse exactement ce qui se passe dans une vidéo. Donc, du coup, tous les jours, on analyse et on digère des années et des années de YouTube et de TikTok. Donc voilà, c'est une tech qu'on a racheté l'an passé. Et je discutais hier avec des data scientists qui sont là dans l'équipe et qui m'évoquaient la révolution que l'IA est en train d'opérer. Et du coup, effectivement, quand tu mixes la quantité de données, nous, qu'on a, tout ce qu'on analyse, voilà, les volumétries qu'on a, et maintenant les capacités de l'IA qui se développent fortement, on va rentrer dans une construction de modèles en termes de prédiction qui va être assez phénoménale. Donc, je pense que forcément l'intégration de l'IA croisée avec, pour une boîte comme la nôtre, la quantité de data qu'on scanne, ça va créer des modèles prédictifs qui vont être assez faramineux. Je pense que dans pas longtemps, on pourra te dire, David, la prochaine vidéo que tu vas regarder sur YouTube, c'est une vidéo de ci, ça, etc. On pourra effectivement être dans des modèles qui sont assez dingues. Donc vraiment, eux ils m'ont passionné hier. Si d'ailleurs un jour tu veux faire un, une émission plus centrée sur l'IA et sur les data scientists, je pourrais te mettre en contact. Mais c'était assez fascinant de les écouter où eux sont assez sidérés par le croisement de ça. C'est-à-dire que c'est un espèce de coefficient multiplicateur entre la quantité de données qu'on a et l'IA. Donc je pense que forcément, ça va s'accélérer fortement depuis ce qu'on a vu l'an passé. Et je pense que notre secteur va être très très vite chamboulé là-dessus. Difficile à prévoir, à prédire ce qui va être exactement les impacts et les applications concrètes, mais c'est ce que je vois à mon avis comme pour un prochain gros chamboulement. Alors l'IA, c'est pas, je suis pas très visionnaire en disant l'IA, tout le monde en parle de l'IA, mais croisé avec la quantité de data que possèdent certains acteurs comme nous par exemple, je pense que ça va créer des nouveaux modèles qui vont être assez fascinants. Bah, écoute, je serais ravi de faire un épisode avec eux. Justement, la dernière question du podcast, c'est est-ce que tu as un prochain invité à me recommander que tu aimerais entendre au micro de Brain Story? Donc, avec grand plaisir si tu veux si tu peux et veux me mettre en relation. Et, euh, et toi, si, si demain tu quittes IAS et tu montes une boîte, tu as 1 million d'euros de budget marketing, ça serait quoi un peu ton plan média idéal? Alors bien évidemment, ça dépend des objectifs, que tu veuilles faire de l'awareness, de la perf, etc. C'est plutôt une question un peu ouverte qui te permet de parler de signaux faibles, de support, de stratégie qui t'enthousiasme, que tu trouves intéressante et que tu aimerais voir se développer. Alors, déjà, moi, j'ai fait longtemps, une longue partie de ma carrière en télé, et je continue de penser que c'est un support qui est très fort et très efficace, c'est-à-dire que tu as une instantanéité de contact qui est assez phénoménale. Et aujourd'hui, j'ai encore le souvenir de clients qui se lançaient, qui faisaient des campagnes télé et qui hallucinaient parce que un spot, tu avais d'un seul coup des millions de gens qui les appelaient ou des gens qui les avaient vus et des retours. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et je te dis ça, moi qui suis dans le digital, hein, mais je pense qu'il faut pas négliger la force de l'impact et d'un reach puissant à un instant T. Donc du coup, effectivement, pour moi, une stratégie, j'aurais de la télé et si possible un événement puissant, hein. Je pense que tu fais l'année prochaine une campagne autour des Jeux Olympiques de Paris en télé. Je pense que tu te crées une émergence et d'un seul coup, tu vois, pour lancer ma marque, tu me donnes 1 million, je pense que je mettrais 999 000 sur un plan télé autour des Jeux Olympiques pour émerger fortement. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je crois encore beaucoup, surtout pour des lancements de marque, à de la puissance et de l'impact. Et après, forcément, le digital va être là en relais pour compléter ta stratégie sur du ciblage, sur du drive to web si jamais tu as un site, sur la conversion, etc. Donc ça va être un relais formidable, mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, l'impact et la puissance, c'est ce qui est de clé, c'est ce qui est de clé quand tu lances une marque et quand tu lances une boîte. Donc j'irai, tu vois, sur mes vieilles, mon vieux support de la télé par lequel j'ai commencé. Ça fait plaisir d'entendre ça parce qu'aujourd'hui, il y a un discours quand même qui se développe pas mal, qui est autour du tout mesurable et donc du digital et la télé qui tombe un peu en désuétude, alors qu'effectivement, c'est un média formidable de mass média et qui plus est, qui permet de développer un capital sympathie. Tu vois, ça va plus loin que l'awareness. Tu développes aussi
toute la valeur, toute la base, tout le fondement de ton histoire. Tu racontes une histoire d'ailleurs. Donc, ça fait plaisir d'entendre ça. Il me reste 2 minutes. Où est-ce qu'on te retrouve? Comment on fait pour te suivre ou travailler avec toi, Clément? Alors, donc du coup, IS, on est à Paris, donc on est disponible. Bon, on peut bouger, hein, mais on est disponible à Paris. On est rue des Italiens, donc près du quartier Opéra. Si jamais vous voulez venir pour un café, un déjeuner, ou ce serait avec plaisir. Et après, bah du coup, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou mon mail pour ceux qui l'ont, mais sinon sur LinkedIn, je suis réactif. Voilà, vous pouvez me trouver et ou sinon sur le site d'IS, vous pouvez prendre une prise de contact et ce serait avec plaisir pour voilà, on est toujours disponible pour répondre aux gens et on essaie depuis le début de l'aventure IS d'être là pour euh, aider nos clients sur comment on utilise nos données, comment on crée de la valeur. On a un particularisme chez IS, on s'est toujours positionné comme travaillant avec l'ensemble de l'écosystème. Donc voilà, moi je réponds à la fois à des demandes d'agences, d'annonceurs, mais aussi à des régies, à des trading desks, à des publishers. On travaille vraiment avec tout le monde et on a la vocation à ce que nos données soient centrales, mais surtout bénéfiques à tout le monde et qu'elles soient pas utilisées par l'un contre l'autre ou par l'un pour tordre le bras de l'autre. On est vraiment là pour essayer d'améliorer la qualité de ce qui est acheté et vendu. Voilà, donc toujours avec plaisir pour contactez-moi, ça sera avec plaisir. Clément, je te remercie de m'avoir accordé cette demi-heure. C'était très, très intéressant. Et puis, bah, si tu veux mettre en contact avec la boîte que vous avez rachetée pour faire un épisode autour de l'IA, ça serait super. Sur ce, je te souhaite une belle fin d'après-midi et je te dis à très bientôt. Merci David. Bye bye.